Did you tell your story? Rejoignez la communauté des Digitailers et découvrez les histoires de spécialistes de l'ABCD du marketing digital. Aujourd'hui, nous accueillons Marie-Hélène Miletto, consultante en marketing digital chez Caterpillar et thérapeute diplômée dans le centre de thérapie naturelle au cœur de la pensée, qui va nous parler des techniques de communication en thérapie appliquées en management. Un bon exemple du C de communication. Hello les Digitalers, aujourd'hui on se retrouve pour le C de communication avec Marie-Hélène Miletto, qui est consultante en marketing digital chez Caterpillar, mais aussi thérapeute diplômée dans le centre de thérapie naturelle au cœur de la pensée aux eaux vives à Genève. Et aujourd'hui elle va nous partager ses conseils en communication. Mais j'imagine que vous vous posez peut-être la question comment j'ai connu Marie-Hélène. Et en fait, pour la petite histoire, j'ai rencontré Marie-Hélène chez Caterpillar. En fait, on travaillait ensemble dans la même équipe de marketing et communication. Et par la suite, en fait, j'ai quitté Caterpillar, mais on est resté en contact parce que je me suis occupée du développement de son site internet pour le centre de thérapie naturelle. Et en fait, depuis, on ne s'est plus jamais quitté. Voilà. Donc, merci Ophélie de me faire intervenir dans ton podcast aujourd'hui. Mais peut-être avant qu'on plonge dans le vif du sujet, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ton parcours dual, que ce soit au niveau académique et professionnel? Oui, bien sûr. Du coup, par rapport au niveau académique, donc moi j'ai fait l'université à Genève en relations internationales pour mon bachelor, suivi après d'un master à l'université de la Suisse italienne à Lugano en marketing et marketing digital. Et après ça, j'ai travaillé en fait dans le domaine du luxe, du pharma, pour terminer après dans le domaine de la construction chez Caterpillar, où là j'ai commencé un graduate programme dans lequel après je suis restée. Et en parallèle de mon travail chez Cat, j'avais besoin en fait d'élargir mon spectre de connaissances. Et je pense que c'est un peu la vie aussi qui m'a amenée à faire pas mal de travail sur moi, pour différentes raisons. Grâce à, on va dire, cette curiosité que j'avais d'en savoir plus, en fait, je me suis lancée dans une formation d'hypnose, suivie en fait d'une formation en programmation neurolinguistique et mouvement oculaire, pour ensuite terminer avec un diplôme fédéral en réflexothérapie que je viens de finir en plus cette année. Donc, très soulagée. Merci. En juin, si je ne me trompe pas. Exactement. Et en fait, j'ai vraiment pris goût à travers ces formations à pouvoir me rendre compte en fait que c'était quelque chose d'essentiel pour moi de pouvoir accompagner et d'aider les gens pour qu'ils se sentent mieux et pour qu'ils puissent vraiment laisser place à leur plein potentiel. Il faut savoir que quand j'étais toute petite, mon rêve d'enfant, c'était de devenir psychologue. Donc je pense que c'est ce qui a pris le dessus avec ce centre que j'ai créé. C'était vraiment de faire honneur à mon petit rêve d'enfant. Donc voilà. Ah, j'adore. Et sinon, peut-être juste pour nos auditeurs, donc Caterpillar, c'est bien une entreprise active dans la construction, donc ce ne sont pas les chaussures. Je sais que souvent, ça porte un peu c'est vrai. confusion. Ça a dû te dire, oui, exactement. Machines de construction. Et pas que des machines, hein. On a aussi les moteurs, les panneaux solaires. Enfin, il y a plein de choses différentes. Et du coup, en fait, pourquoi avoir choisi la communication à la fin de tes études, en fait, à peine l'âge de 20 ans? Qu'est-ce qui te plaisait déjà dans ce domaine d'activité? C'est vrai que pour moi, l'humain, de manière générale, et les relations humaines, c'est quelque chose qui est essentiel dans ma vie et je pense qu'il m'a été beaucoup transmis par mes parents. Et il faut savoir que l'origine du mot communiquer, il vient du latin communicare, qui signifie en fait mettre en commun à la base. Et en d'autres termes, la communication, ce qu'elle permet de faire, c'est de partager. Et on parle beaucoup de l'art d'être en relation avec les autres. Et c'est vrai qu'en fait, ce qu'on ne se rend pas forcément compte de manière générale, parce que ça fait tellement partie de manière inconsciente de notre quotidien, c'est qu'en fait, à chaque instant, chaque jour, l'humain, il a besoin de communiquer. Que ce soit au niveau verbal ou non verbal, que j'expliquerai après, et aussi, il a un besoin de pouvoir partager et d'échanger. C'est essentiel à sa survie. Et donc, en fait, la communication, c'est la base des relations humaines. Et étant donné que depuis mon plus jeune âge, j'adore ça, je me suis dit, c'est une évidence, faut que je rentre dans ce domaine-là, en fait. Pas plus compliqué que ça.
Et comment définirais-tu le rôle de la communication au sein d'une entreprise, vu que maintenant tu as plusieurs années d'expérience, que tu l'as aussi mis en pratique? En fait, du coup, la communication, elle est vraiment essentielle en entreprise afin d'avoir un bon rendement, en fait, que ce soit au niveau des employés, mais aussi au niveau de la productivité. Et pour moi, il y a vraiment, on va dire, 4 points essentiels qui font l'importance, en fait, de la communication. La première, c'est que communiquer, ça va faciliter la créativité au sein d'une entreprise, parce que quand les employés ils sont bien informés des objectifs qui sont clairs et ce qu'ils doivent atteindre, en fait, ils vont déjà faire moins d'erreurs, ils vont pouvoir proposer des idées qui font du sens, de manière générale, en fait, sur plein de choses. Et ça va être beaucoup plus facile aussi pour eux d'exécuter les tâches, vu qu'elles sont claires. Ça va aussi leur permettre en fait, de se sentir beaucoup plus en sécurité par rapport à ce qu'ils vont mettre en place. Et puis aussi de pouvoir bien échanger entre eux, en fait, entre les différentes équipes, parce que ça, c'est essentiel pour pouvoir mettre à bien un projet. C'est le travail d'équipe et donc aussi la communication. La deuxième chose, c'est pouvoir coordonner en fait, les différentes actions d'entreprise. Donc, c'est un peu ce que je viens de mentionner, mais c'est s'assurer en fait qu'il y a une bonne coordination entre les différentes équipes et les employés. Et aussi, à travers la communication, on se rend compte, comme troisième point, que les liens en entreprise, ils sont renforcés. Parce qu'en fait, il y a un lien de confiance qui va se créer si les employés se sentent écoutés par leur leadership. Parce que quand ils sont écoutés, ces employés, en fait, ils vont travailler beaucoup plus sereinement et ils vont être beaucoup plus motivés et enthousiastes. Et finalement aussi, je dirais que la communication facilite les conversations entre le personnel et les dirigeants. Donc les employés se sentent beaucoup plus considérés à travers une écoute active dont on parlera après. Et ça permet également aussi au management de mieux poser les limites quand il faut les poser et de mieux comprendre aussi les employés et leurs besoins et de pouvoir partager avec eux et échanger. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment ça, le point essentiel. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné, mais Caterpillar, c'est quand même une entreprise de près ou de plus de 100 000 employés. Et c'est sans compter l'écosystème de concessionnaires présents dans le monde entier. Donc c'est vrai que la communication est d'autant plus complexe dans une structure qui est aussi grande, en fait. Et selon toi, quels sont tes conseils en communication ? Il y a plusieurs points en fait qu'il faut vraiment prendre en compte au niveau de la communication. Le premier, c'est l'écoute active. Et puis avant d'expliquer un peu ce que c'est l'écoute active, j'aimerais te poser une question à toi, Ophélie, vu que dans la communication, on aime bien échanger. Et poser des questions fait partie aussi de l'échange. Est-ce que tu pourrais me dire, selon toi, quelle est la différence entre entendre et écouter ? Alors ça, alors entendre, c'est, je pense, le fait d'avoir le son qui entre en fait dans le cerveau, mais sans rien faire de cette information, donc sans la crypter, sans l'analyser, sans la comprendre, tandis que écouter, c'est faire de quelque chose ce qu'on perçoit en fait de ce qui est dit. Donc c'est aussi, je pense, l'intégrer en fait en soi pour après en faire quelque chose en fait, transformer des paroles en action, je pense. Ouais, mais c'est très juste ce que tu viens de mentionner. Donc une écoute active, c'est vraiment écouter l'autre. Donc écouter l'autre, c'est être concentré dans la conversation, donc être complètement présent quand on communique avec l'autre. C'est comprendre aussi l'information telle qu'elle est vécue par l'autre et pas telle que nous, on la comprend. Capter les informations et être capable en fait de les restituer sans justement les déformer ni les interpréter. Et aussi créer un climat pour mieux comprendre l'autre, recueillir les informations, donc poser aussi beaucoup de questions, parce que l'écoute active, c'est aussi reformuler et questionner. Parce que souvent, en fait, on fait beaucoup de suppositions sur ce que l'autre va ressentir, sur ce que l'autre fait, etc. Mais on a chacun un mode de voir la vie, en fait, qui est complètement différent selon notre vécu, selon nos études, selon notre personnalité, selon l'émotion aussi du moment. Donc c'est important vraiment dans cette écoute active de ne pas hésiter aussi à questionner et reformuler si besoin les choses. Et aussi essentiellement établir un contact visuel en fait avec notre interlocuteur en ayant aussi une posture qui est ouverte.
Ça, c'est super important. Alors là, les gens ne le voient pas avec nous aujourd'hui, mais c'est qu'on puisse échanger et bien se regarder et pas que moi, je suis en train de regarder une feuille ou par terre alors que toi, tu es en train d'échanger avec moi. L'autre chose aussi qui est essentielle, c'est utiliser la communication non violente. Donc la communication non violente, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup, c'est vraiment apprendre à s'exprimer en fonction de soi et non pas de l'autre. Donc en utilisant plutôt le « je » que le « tu » quand on communique. Et ça va permettre justement de partir d'un constat personnel et qui est moins agressif. Donc la personne va se sentir moins agressée si on a un feedback, par exemple, à lui donner. Parce que justement, ce qui est important que l'autre comprenne, c'est que le ressenti de chacun, il va être différent face à une même situation. Et ça, c'est essentiel de bien le prendre en compte. Et justement, donc, dans cette communication non violente, il y a vraiment 4 piliers qui sont importants. Donc, le premier, c'est l'observation. C'est toujours énoncer les faits sans jugement. Donc, quand je vois et j'entends un fait, une action. La deuxième chose, c'est le sentiment. Donc, exprimer les sentiments qu'on peut ressentir face à la situation. Le besoin, donc exprimer son besoin sans demander d'action. Et après, la demande, donc exprimer sa demande sans l'exiger forcément. Et voir justement pour trouver un compromis. Puis troisièmement, on a aussi le respect qui est essentiel et la bienveillance. Donc c'est quand on communique de ne pas imposer nos croyances, nos opinions, mais plutôt justement de stimuler un dialogue réflexif et inclusif qui va aussi amener justement une ouverture à la créativité lorsqu'on a besoin de créer, de brainstormer justement, c'est souvent ce qui se passe. C'est qu'on va poser des questions, on va échanger, on ne va pas vouloir casser l'autre ou dire « Ah non, t'as pas raison, c'est comme ça ». On va être vraiment dans l'ouverture et dans l'écoute. Après, on a aussi quelque chose d'essentiel que là, nos auditeurs ne peuvent pas voir, mais qui est vraiment important, c'est la compréhension du langage non verbal, afin de pouvoir créer un rapport avec l'interlocuteur. Parce que si on voit que, par exemple, notre interlocuteur il est stressé, peut-être que ça serait bien d'utiliser des choses qui peuvent le rassurer, comme peut-être, par exemple, lui proposer un verre d'eau, ou juste diminuer le ton de voix, pour qu'ils se sentent plus en sécurité, plus protégés, je dirais. Et après, comme je l'ai déjà dit avant, mais je le répète parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel et qu'on ne fait pas assez, c'est poser des questions au lieu de faire des suppositions et toujours reformuler, si besoin, ce qu'on entend pour être sûr que ce qu'on a entendu ou ce qu'on a compris est effectivement ce que la personne voulait renvoyer comme message. En tout cas, merci beaucoup pour ces astuces. Et je pense que tu as vraiment partagé un outil qui est puissant en management, notamment avec justement ce principe de communication non violente. Pour rappel, donc 1, observation, 2, sentiment, 3, besoin et 4, demande. Est-ce que tu aurais peut-être un exemple à partager, que ce soit au travers de tes expériences professionnelles ou au travers de ton centre ? On peut prendre l'exemple en fait d'une personne qui a beaucoup trop de travail et son manager vient lui demander en fait de rendre encore un énième projet. Et en fait, la personne se retrouve complètement débordée par toutes ces demandes. Et donc, elle pourrait lui dire à son manager, quand je vois ton email avec ce projet qui est aussi urgent que les autres, et j'en ai déjà 10 qui sont en cours, je ressens énormément de stress et je ne sais plus en fait par quoi commencer. Et j'aurais vraiment besoin qu'on puisse mettre ensemble en fait des priorités et donc prioriser quel est le projet le plus urgent pour toi. Donc est-ce que pour toi ce serait quelque chose qui serait faisable de faire ? Voilà. Ok, ouais, parfait. Tu mentionnais aussi l'importance de poser des questions plutôt que de vivre en fait sur des suppositions. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que tu as peut-être observé autour de toi et comment en fait tu as pu le gérer, comment tu as géré cette situation ? Je pense qu'on le fait tous beaucoup, de manière inconsciente, même avec nos amis, où on se dit « Ah, nous, on gérerait comme ça la situation et en fait, quelqu'un le gérerait complètement différemment. Et c'est vrai que c'est quelque chose beaucoup que j'utilise énormément en fait, dans le cadre thérapeutique avec mes patients parce que chaque personne est différente et justement, face à une situation donnée, je vais toujours leur poser des questions pour vraiment comprendre ce qu'eux ont ressenti à ce moment-là, en fait. Et pas moi, ce que moi j'aurais pu ressentir, parce que ça, c'est par rapport à moi. Mais en fait, ce qui est important, c'est eux.
comment eux ont senti une certaine situation. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là. Après, dans le cadre du travail, si par exemple je prends en entreprise un exemple, par exemple, pour moi, les deadlines peuvent être très importantes et j'ai une collègue qui malheureusement n'a pas rendu à temps son projet, avant de l'appeler, de l'engueuler, de lui dire « Ah mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as pas rendu ton projet à temps? Ça va pas du tout. » Je vais peut-être lui passer un coup de fil et lui dire « Ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel moi je peux t'aider en fait pour qu'on puisse terminer à temps le projet ou est-ce que tu aurais besoin d'aide de quelqu'un d'autre ?» Et voir ce qu'elle a à me dire et pourquoi est-ce qu'elle est en retard, sans supposer qu'elle est en retard parce qu'elle ne l'aurait pas fait, parce que ce n'était pas une de ses priorités, par exemple. Ouais, totalement. Et aussi, sinon, je me posais la question, quel est le lien, selon toi, entre la communication thérapeutique, donc celle en fait que tu exerces dans le cadre du centre de thérapie naturelle des eaux vives, et la communication en entreprise, donc avec ton métier en fait dans le domaine du marketing digital? Pour moi, elles sont intimement liées. Si on pouvait utiliser la communication thérapeutique en entreprise tous les jours, on n'aurait pas tous les conflits qu'on a aujourd'hui et aussi, on va dire, toutes les démotivations que certains employés peuvent ressentir en fait, face à une entreprise. On va dire que la grosse différence, qui je pense est beaucoup plus difficile en entreprise parfois à faire, c'est vraiment la gestion du stress en fait, et des émotions. Parce qu'en fait, quand on est dans le stress, on est dans l'émotionnel, on est moins capable d'écouter activement et d'être en fait dans l'écoute de l'être qui est en face de nous. Et on laisse trop place à nous en fait. Et à ce que nous, on penserait être juste. Mais il n'y a pas qu'une vérité. Il y en a plusieurs selon les personnes qui sont différentes. Et je pense que tu as mentionné en fait 2 autres éléments qui sont extrêmement importants dans la gestion de carrière, c'est la gestion du stress et la gestion des émotions. Est-ce que tu as peut-être une astuce à partager sur l'un ou l'autre que toi, tu arrives justement à mettre en pratique et qui t'aide à gérer en fait cette carrière duale? Tu dis au niveau de la gestion du stress, par exemple? Principalement, ouais. C'est vraiment d'un maximum. Après, chacun fait de son mieux, hein. Et il y a des jours, ça sera plus facile que d'autres, toujours. Mais c'est vraiment d'essayer de revenir le plus possible dans le moment présent. Donc d'être ici et maintenant. Et de se connecter le plus aussi à soi-même, à son cœur. Comprendre pourquoi est-ce qu'on ressent une certaine émotion, en fait. Parce qu'il faut savoir que les émotions sont liées au système limbique, hein, au niveau de notre cerveau, et donc vraiment au niveau inconscient. Et donc parfois, il y a certaines situations qui peuvent provoquer un stress ou une émotion très forte parce qu'elle fait un effet miroir par rapport à une situation qu'on aurait pu vivre dans le passé. Donc vraiment, la première chose à faire, c'est respirer profondément. Je pense que c'est la base, ce qu'on ne fait pas assez. C'est vraiment inspirer, expirer et se recentrer déjà sur soi, sur ce qu'on ressent. Alors parfois, on ne peut pas le faire parce qu'on est dans une réunion, mais c'est juste se dire « Ok, maintenant, je me recentre sur moi » et me dire « C'est ok ». Et ça ne sert à rien, en fait, de nourrir un conflit. Vaut mieux juste dire « Ok, je vais réfléchir à ce que tu viens de me dire, aller prendre un verre d'eau, respirer un peu, quitte à revenir après, pour y réfléchir. » Si on prend le cadre du conflit, hein, pour le stress, ce serait pareil. C'est vraiment me dire « Ok, je me pose. » Je respire profondément, je regarde ce qui se passe, j'accueille aussi ce qui se passe, j'accueille ce stress en moi, et puis je l'observe. Et je laisse juste être là, le temps qu'il faut. Comme on dit, la nuit porte conseil. Donc exactement. Un petit peu, prendre du recul. Exactement. C'est vrai qu'avant, je t'ai demandé comment définirais-tu le rôle de la communication au sein d'une entreprise. Mais en fait, c'est vrai qu'à l'inverse, on peut aussi se poser la question, quel est le rôle des managers et du développement de leurs compétences en communication avec leurs employés, en fait? Ouais, très bonne question. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé des employés et c'est vrai que du point de vue managérial, c'est aussi important de prendre en compte cet aspect-là. Ce qui est essentiel, c'est vraiment que le manager crée un environnement qui soit sécurisant pour l'employé afin que lui puisse se sentir libre d'exprimer que ce soit les choses positives, hein, qui vont bien, mais également les choses négatives, en fait.
qu'est-ce qui est pas OK pour eux, qu'est-ce qui verrait être fait différemment. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect. Après, comme je l'ai mentionné avant, il y a aussi beaucoup cette écoute active qui est essentielle. Et aussi que le manager se sente libre de poser des questions en fait, pour mieux comprendre les problématiques auxquelles fait face son employé par rapport à une situation et trouver ensemble une solution. Aussi quelque chose que moi j'ai pu remarquer en fait dans mes diverses expériences, mais aussi en parlant que ce soit avec mes clients ou encore avec des amis, c'est que souvent on manque de feedback. En fait, les managers n'ont pas forcément cet automatisme de faire du feedback à leurs employés, peut-être par peur de les blesser ou je sais pas, ou tout simplement ils n'y pensent pas, peut-être. Mais le feedback, il est essentiel. Et en fait, c'est pas parce qu'on fait un feedback, qu'il soit négatif ou positif, que ça va être forcément mal perçu. Parce qu'en fait, aussi, beaucoup, le manager, il va se dire « Ah oui, à cette personne, elle communique mal, par exemple, parce que peut-être elle fait pas assez de one-on-one, ou peut-être elle n'envoie pas des bullet points à la fin d'un meeting, alors qu'elle devrait le faire. Et pour lui, ça lui paraît une évidence, sauf que peut-être pour la personne qui est en face, c'est pas quelque chose qu'elle a été habituée à faire. Mais en fait, si on lui dit pas à cette personne comment elle peut s'améliorer ou ce qui pourrait être fait pour qu'elle puisse justement évoluer, le comportement ne va pas changer. Donc c'est là où c'est essentiel pour moi aussi que le manager se sente libre en fait de pouvoir échanger à ce niveau-là, demander ok, pourquoi est-ce qu'il le fait pas? Est-ce que c'est parce qu'il y pense pas? Est-ce que c'est peut-être parce que il est timide, ou parce qu'il se sent pas assez en confiance, ou parce qu'il estime que c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire? Mais donc vraiment aller et clarifier ces situations. Et pour moi, du moment que c'est fait justement dans la bienveillance, en utilisant en fait cette technique de communication non violente, donc en parlant à travers le « je » et pas en étant dans le « tu » pour accuser l'autre, c'est très rare que l'interlocuteur en face réagisse de manière négative, surtout si c'est fait de manière constructive, quoi. Et en quoi, à ton avis, toutes ces techniques que tu as pu apprendre en fait, dans le cadre de tes formations thérapeutiques, que ce sont l'hypnose, PNL et autres, t'ont servi dans ta carrière et vie peut-être aussi personnelle? En fait, dans ma carrière, je pense qu'elles m'ont énormément servi pour déjà exprimer mes besoins. Et en fait, sans cette communication, aujourd'hui, je ne serais pas à 60% en fait, chez Caterpillar. Donc, c'est d'avoir aussi osé demander en fait, ce dont moi j'avais besoin, et pouvoir échanger avec mon manager qui, lui, a été d'une extrême écoute à ce moment-là, et d'échange pour comprendre au mieux quels étaient mes besoins et mes raisons, et de laisser l'ouverture, de voir si c'était possible ou pas de le faire. Et il s'avérait que c'était possible. Donc je pense qu'à ce niveau-là, ça m'a vraiment aidée pour pouvoir créer cette carrière duale que j'ai aujourd'hui, que j'aurais peut-être pas faite si j'avais pas communiqué. Mm-hmm. Et puis après, dans le cadre plus thérapeutique, c'est vraiment pouvoir accompagner au mieux en fait mes clients dans leur développement personnel en fait, et de les voir éclore parfois même. C'est très beau de voir éclore en fait leur plein potentiel. Je pense que c'est vraiment ça, et de pouvoir les aider. Et sinon, une autre question que je me posais, c'est en fait quels sont selon toi les aspects essentiels liés à la communication? Alors, il y en a plusieurs, et ceux que je vais te donner, ils sont intimement liés en fait avec les concepts de PNL, donc la programmation neurolinguistique. Est-ce que tu veux que j'explique peut-être un peu ce que c'est? Peut-être, souvent on l'utilise avec l'abréviation PNL. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent PNL, mais peut-être pas en détail. Alors en fait, donc, la programmation neurolinguistique, elle va s'intéresser à la façon dont l'humain et nous, on fonctionne dans un environnement donné en fonction de nos schémas comportementaux. Et en fait, à travers différentes techniques que la PNL va proposer, en fait, on va pouvoir amener
l'individu a changé sa façon de voir le monde et aussi l'environnement en fait, dans lequel il vit. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit avant, chaque individu, il possède sa propre carte du monde qui a été mise en place et construite avec ses croyances, son vécu, son éducation, ses valeurs et même aussi ses conditionnements parfois. Et donc l'idée et le but de la PNL, c'est vraiment d'aller modifier cette carte pour que la personne elle puisse atteindre ses objectifs plus efficacement ou alors justement atteindre ce qu'on appelle son plein potentiel face à des situations bloquantes. Et donc en PNL, on parle de plusieurs éléments. Le premier, c'est vraiment de créer le rapport avec son interlocuteur. Donc ce rapport, il est créé, comme on l'a vu avant quand je parlais d'écoute active, en étant présent avec l'autre. Mais il va aussi se faire avec les mimétismes comportementaux, c'est-à-dire, et on le fait de manière très inconsciente, hein, c'est-à-dire que si on a une personne qui parle pas très fort, on va pas commencer à crier. On va souvent, nous aussi, baisser en fait notre ton de voix pour être en synchronicité avec lui et pour que lui aussi puisse se sentir plus sécurisé. L'autre chose, ça peut être aussi dans la manière de se tenir. Si on a une personne face à nous qui croise les jambes, bah souvent, on aura tendance aussi à croiser les jambes, en fait, et à faire comme elle, pour créer un peu cet effet miroir. Exactement. Voilà, donc comme je disais, la première chose, c'est le rapport. Après, ce rapport, donc justement, il va se mettre en place en prenant en compte la communication verbale. Donc ça va être les mots et leur sens au niveau sémantique. Et donc, comme je disais précédemment, l'utilisation des mots, elle est vraiment importante parce que en fonction des mots qu'on utilise, on va aussi créer une certaine réalité. C'est-à-dire que, par exemple, dans beaucoup de cas, et ça c'est plus dans le cadre thérapeutique, j'ai pu remarquer que lorsque j'avais des personnes qui étaient très déprimées, qui venaient, souvent elles avaient tendance à employer des mots très négatifs, comme je suis fatiguée, je suis épuisée, j'en ai marre, je suis triste, je suis déprimée. Et en fait, la première chose, le premier truc que je leur donne à faire, c'est d'apprendre, et qu'ils le fassent bien sûr de leur mieux, parce que ça doit devenir un automatisme, et l'automatisme se fait à travers la répétition, mais c'est au lieu d'employer des mots comme « je suis fatiguée », de dire voilà, bah, je suis plein d'énergie, je suis bien, c'est OK. Et donc d'employer des mots positifs pour justement, au niveau de l'énergie, amener du positif dans leur vie. Parce qu'en fait, l'inconscient, il ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Donc plus nous aussi, on va se visualiser dans un environnement qui est heureux, qui est sécuritaire, bah, plus on va se sentir comme ça. Et donc ça se fait autant à travers la visualisation, mais autant à travers aussi les mantras ou justement l'emploi de certains mots qui sont essentiels. Donc ça, c'est la première chose. C'est juste, enfin, je ne veux pas t'interrompre, mais ouais. C'était juste pour ajouter peut-être que aussi cela a un impact aussi sur sa relation aux autres, parce que c'est vrai que quand on est avec des gens qui sont tout le temps négatifs, en fait, finalement, ces personnes s'isolent parce que les autres ont tendance à les fuir, en fait, parce qu'on n'aime pas trop les gens négatifs, on a tendance à plutôt vouloir s'entourer de gens positifs. Et donc, en fait, c'est un peu un cercle vicieux, au final, de rester dans le négatif. Ouais. Mais le pire, c'est qu'ils ne sont pas forcément négatifs, ces gens. Mais c'est vrai qu'en employant des mots négatifs, on va envoyer une énergie qui est négative. Et du coup, même nous, en face, ça va nous drainer. Parce que si moi, je suis constamment en train de répéter « je suis fatiguée, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre », au bout d'un moment, la personne en face, elle dit « non, mais bon, c'est bon, quoi. Enfin, t'en as marre, voilà, ça suffit ». Alors que si la personne en face, elle dit « je fais de mon mieux, voilà, je fais ce que je peux, ça va mieux, voilà, j'essaye au jour le jour d'aller mieux », sans forcément être dans l'exagération de dire « ça va super bien » si ce n'est pas le cas, ça amène, on va dire, une autre énergie dans la pièce. C'est clair. Donc il y a ça. Et après, on a, et aussi donc, dans le verbal, donc on a, comme je viens de dire, en fait, l'emploi de mots très spécifiques.
Et on va aussi utiliser beaucoup en PNL, on parle des canaux sensoriels qui sont essentiels. Donc c'est le VACOG, donc c'est visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Il est vrai que dans la communication, on va principalement utiliser les 3 premiers, donc c'est visuel, auditif et kinesthésique. Et donc c'est vraiment aussi se synchroniser un maximum à l'interlocuteur qu'on a en face. Donc si la personne en face, elle va beaucoup employer des mots comme voilà, ça me touche, je ressens que j'ai chaud, ou peu importe, voilà, des mots en fait qui sont liés au toucher. Eh ben, c'est important de nous pouvoir nous synchroniser avec elle pour justement rentrer dans le monde de cette personne et pouvoir interagir un maximum avec cette personne pour qu'elle soit vraiment en sécurité. Pareil, si c'est quelqu'un qui est très visuel, eh ben on va beaucoup plus dire, voilà, tu vois, peut-être utiliser aussi les couleurs. Aussi, par exemple, un manager, quand il sait qu'il a quelqu'un dans son équipe qui est très visuel, bah, peut-être au lieu de simplement lui parler par téléphone et lui dire ce qu'il a à faire, bah, il va peut-être lui montrer un email ou une slide avec les choses à faire et passer en revue ce qu'il a à faire. Parce que ça va être beaucoup plus impactant pour cette personne et elle va le comprendre beaucoup plus rapidement. Donc même, dans le cadre thérapeutique, on l'utilise énormément, mais même dans le cadre entrepreneurial, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Et après, on a l'autre partie qui est vraiment plus la communication non verbale, qui, elle, se fait principalement à travers les gestes, les regards, les sons, les silences aussi qui peuvent avoir lieu à travers une conversation. Et en fait, il faut savoir que le non-verbal, il est essentiel et clé dans la communication parce qu'en fait, il représente 93% de l'information qui est retenue. Alors que le verbal, on n'en retire que 7%. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte lorsqu'on communique avec l'autre. Parce que le succès de l'échange avec son interlocuteur, il va beaucoup dépendre de la façon dont le message il est reçu par l'interlocuteur et pas forcément de l'intention que nous, on y a mise. Donc c'est des choses c'est des éléments qu'il faut prendre en compte lorsqu'on communique sur moi. Bon, on arrive gentiment à la fin de ce podcast et comme j'aime bien faire en fait avec chaque personne invitée, est-ce que tu as peut-être un mot de la fin à partager ? J'ai un mot de la fin à partager. En fait, comme tu le sais, la communication, c'est surtout savoir observer, reformuler, questionner, mais aussi écouter. Donc en fait, pour revenir à ça et pour voir si le message que j'ai transmis aujourd'hui t'a fait du sens, j'aimerais que toi, en fait, tu puisses reformuler ce que tu as retenu. En fait, de notre podcast, voilà, et de la communication. Alors c'est vrai que j'ai peut-être un avis qui n'est pas très neutre sur la question parce qu'en fait, tu m'as aussi accompagnée en tant que thérapeute dans le lancement de mon activité Digitalia. Et en fait, il y a beaucoup d'aspects qui m'ont aidée en fait et que tu m'as partagé. Je dirais que peut-être le premier, c'était la communication non violente, comme tu l'as abordé au début de ce podcast. Et tu disais justement, il faut vraiment employer le « je », donc ramener les choses à soi pour ne pas être dans l'interprétation de ce que vit l'autre. Non, et puis même dans le côté agressif, parce que si tu dis « tu », fais ça, tu te sens agressé. Hein. Et c'est vrai que par la suite, j'avais écouté d'autres podcasts pour comprendre un peu mieux et ils utilisaient l'expression du « tu qui tue », en fait. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup parlé. Et du coup, c'est un concept que j'ai pu beaucoup utiliser. Alors, je ne suis pas manager, mais notamment avec mes clients, en fait. Parce que c'est vrai que je ne peux pas leur dire « tu n'as pas respecté la deadline, tu ne m'as pas envoyé le document, tu n'as pas lu mon email ». Donc du coup, plutôt rapporter les choses à soi et dire « ah, en fait, il me semble que j'ai envoyé un email récapitulatif, peut-être que j'ai mal compris la situation, comment je pourrais en fait améliorer la situation, etc. » Et c'est vrai que ça marche bien du coup parce que mes clients, ils se disent « en fait, réexplique-moi en fait ». Donc c'est vrai que ça marche assez bien. Peut-être le deuxième aspect aussi, c'est la PNL. Donc moi, je ne connaissais pas du tout la PNL au sein des entreprises. Et en fait, je l'ai découvert avec toi.
Et en fait, je me suis rendu compte que, effectivement, comme tu l'as dit, le poids des mots est hyper important, que ce soit sur soi ou par rapport aux autres. Et c'est vrai que, par exemple, avec mes clients, je ne peux pas leur dire « ce n'est pas possible ». Je ne peux pas être dans la négativité, dire « papa, non, non, non ». Et du coup, c'est vrai que quand je suis face à une question d'un client, ou peut-être j'ai pas la réponse, ou j'ai pas la solution tout de suite, je vais pas dire ce n'est pas possible, mais je vais dire ah bah je vais me renseigner, je vais regarder, je vais faire des recherches. Et ça passe beaucoup mieux plutôt que de dire ah bah non, c'est pas possible. Sinon aussi, j'ai un peu découvert avec toi le poids des mots plutôt sur l'aspect psychosomatique. Donc peut-être que ça va plus loin que la PNL, mais c'est vrai que au travail, en fait, j'avais tendance à peut-être encaisser beaucoup. Et en fait, par contre, en dehors du travail, du coup, j'évacuais, je disais « Ah, mais ça me saoule ». Donc, saoule, du verbe saouler, le fait, en fait, de perdre le contrôle, voilà, d'être dans le déséquilibre. Et en fait, il s'avère que j'ai eu des problèmes de santé et que j'ai eu des vertiges. Et en fait, c'est par la suite, mais c'est des années plus tard, en fait, c'est en te rencontrant que je me suis rendu compte du lien, en fait, qu'il y avait entre les deux. Et donc, du coup, j'ai arrêté d'utiliser cette expression. Et c'est vrai qu'il y a plein d'expressions comme ça que j'ai bannies de mon vocabulaire. Et en fait, vraiment, ça marche. Donc, j'y crois vraiment. Et sinon, le troisième aspect sur lequel on a beaucoup travaillé, bon, parmi d'autres aspects, hein, mais c'est vraiment le fait d'être à l'écoute de soi. Tu disais justement dans des situations de gestion du stress, savoir respirer, une grande inspiration, ou prendre du recul, attendre ou autre. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup appris grâce à toi à savoir mettre mes limites. Mais pour savoir mettre ses limites, il faut savoir être à l'écoute de soi, se rendre compte quand c'est trop, en fait. Et ça, c'est vrai que par contre, je l'observe beaucoup autour de moi, qu'il y a encore trop de personnes qui ne savent pas mettre leurs limites, qui ne savent pas dire non. Et voilà, je pense que c'est vraiment un aspect important. Ouais, c'est vraiment ce que tu viens de mentionner, je tiens quand même à le souligner, c'est de dire, de communiquer, en fait. Quand il y a des choses qui sont pas OK ou qui nous conviennent pas, mais que ça soit même pour le manager, hein, avec son employé, que l'employé avec le management. Et ça, c'est à l'entreprise de le faire, hein, mais c'est de créer un environnement qui permet la communication de manière bienveillante pour justement trouver des solutions. C'est pas pour reprocher à un ou à l'autre ou mettre la faute sur un ou sur l'autre. C'est comment on fait avec une situation donnée pour faire en sorte que les deux personnes y gagnent. Ouais, totalement. Et sinon, un autre aspect que j'ai observé, c'est, comme tu disais, le fait de reformuler. Donc, par exemple, en tant que manager, aussi savoir poser des questions, donc être dans l'écoute active. Par exemple, mon copain, en fait, me disait que sa manager, à la fin d'un entretien, posait toujours la question « permets-moi de reformuler, en fait, ce que tu as dit, juste pour être sûr que je comprends bien, en fait, la situation. » Et en fait, je trouve que c'est une pratique de management qui est géniale, en fait. Ouais. Et voilà, être dans l'écoute active, ne pas... oser reformuler, poser des questions pour être sûr d'avoir bien interprété le message. Ouais, exactement. Non, c'est c'est infini, hein. Il y a tellement de sujets qu'on pourrait aborder avec cette communication. Et en fait, on communique quasi tout le temps. En fait, on s'en rend pas compte, que ce soit de manière verbale ou même non verbale, hein. Ça fait partie de notre quotidien.